totalement immergée dans une eau glaciale, sous une épaisse couche de glace et pourtant toujours consciente. La température corporelle de la skieuse est tombée à un record de 14 degrés Celsius. La femme n'avait aucune chance de survie, quand soudain, son cœur s'est remis à battre. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 8 histoires de survie incroyables que vous aurez du mal à croire. Attention, certaines images peuvent choquer les spectateurs sensibles. Un instructeur de parachutisme britannique, Michael Holmes, s'apprêtait à effectuer son 3e saut de la journée. Il vérifia son équipement à 2 reprises et demanda à ses collègues de tout repasser au peigne fin. Michael comptait déjà environ 7000 sauts réussis à son actif. Ce jour-là, en 2006, il devait filmer un vol en tandem au-dessus de la ville de Taupo, en Nouvelle-Zélande. À 4600 mètres d'altitude, les parachutistes sautèrent. Michael fit des cercles autour du couple en tandem pour prendre les meilleures photos, puis ouvrit son parachute. Mais au lieu de descendre paisiblement, le parachutiste fut pris dans un tourbillon violent. Son parachute principal s'emmêla et refusa de s'ouvrir. Il le détacha pour ouvrir le parachute de secours. Mais la voile de secours ne se détachait pas non plus. Michael continua de chuter à toute vitesse. Il voulut couper les suspentes avec un couteau, mais à cause de la vitesse, il ne pouvait même plus lever les bras. En jetant un œil à son altimètre, il comprit que c'était la fin. Oh merde, je suis mort. Salut! Encore 6 secondes, puis Michael Holmes s'écrasa au sol. Mais son ami, qui atterrit juste après, le vit allongé sur un buisson de mur, parfaitement conscient. Transporté d'urgence à l'hôpital, on lui diagnostiqua une fracture du pied gauche, des côtes cassées et un poumon perforé. Mais s'il avait touché le sol nu, ou même l'eau, il n'aurait pas survécu. C'est un buisson, un simple buisson, qui lui sauva la vie. Mais aucun buisson ne peut vous sauver si vous tombez dans un volcan en activité. En novembre 1992, 2 cinéastes, Michael Benson et Chris Doty, étaient venus filmer le cône volcanique Pu'u à Hawaï. L'un des meilleurs pilotes d'Hollywood, Craig Hosking, accepta de les amener au bord du cratère. Mais au moment d'approcher la bouche du volcan, l'hélicoptère perdit de l'altitude et plongea en direction de la lave en fusion. Ils pensèrent que c'était la fin. Et pourtant, l'hélico ne tomba pas dans la lave, mais s'écrasa sur une roche dure et personne ne fut grièvement blessé. En plus, l'accident eut lieu juste à l'endroit où de l'air frais pénétrait dans le cratère. Sinon, il serait mort asphyxié par les gaz toxiques. Mais ce coup de chance était trompeur. Ils étaient à 90 mètres en contrebas du sommet. En tentant de grimper, ils se lacérèrent sur les pierres brûlantes et coupantes qui glissaient sous leurs pieds à chaque pas. La fumée épaisse les empêcha de se voir les uns les autres et ils se perdirent. Le pilote, Craig Hosking, parvint miraculeusement à rejoindre l'hélico détruit et à lancer un appel de détresse. L'équipe de secours réussit à le repérer et l'extraire le jour même. Mais Benson et Doty, eux, passèrent la nuit accrochés à la paroi, entendant la lave bouillonner à 1000 degrés Celsius sous leurs pieds. Le lendemain, Chris Doty osa grimper plus haut, mais Michael Benson jugea cela trop risqué et resta où il était. Quelques heures plus tard, quelque chose passa devant lui à toute vitesse et chuta dans la lave. Il pensa que c'était le corps de Chris. Désespéré, accroché à une minuscule corniche, Benson crut que ses amis étaient morts et que son tour viendrait bientôt. Il y resta là 2 jours, sans nourriture, sous des pluies diluviennes. Mais alors qu'il n'en pouvait plus, une nacelle de secours apparut soudain, suspendue à un hélicoptère. Non seulement Benson fut sauvé, mais on lui annonça que tous ses amis étaient vivants, ce qui était tombé devant lui la veille. Ce n'était pas un corps, mais un colis de secours lancé depuis un hélicoptère. Et Chris Doty, lui, avait réussi à sortir du volcan après 27 heures d'agonie. Mais quand les lois de la physique vous condamnent, une série de coïncidences peut vous sauver la vie. Et parfois, on peut même survivre à une machine que le Terminator lui-même n'aurait pas pu vaincre. La veille de Noël, en 2008, un homme nommé Matthew Lowe travaillait dans son usine. Alors qu'il passait près d'un convoyeur automatisé, sa salopette se coinça dans la machine. Et là, l'horreur commença. Lowe fut aspiré sur le tapis roulant.
qui l'entraîna vers une ouverture de 13 cm de large à peine. En quelques secondes, tout son corps fut englouti par l'étroite fente, seule sa tête dépassait de l'autre côté. Matthew eut tout juste le temps d'entendre ses os craquer et de se dire « c'est la fin ». La machine recracha son corps brisé, mais l'homme était toujours conscient. Puis, la douleur arriva, fulgurante, inhumaine. Lowe hurla. Les autres ouvriers accoururent, pétrifiés d'horreur, devant la scène. Son dos était fracturé en 2 endroits, son bassin, ses côtes et ses hanches écrasées, et son abdomen ouvert, laissant voir ses organes internes. Transporté d'urgence à l'hôpital, les médecins prévinrent sa compagne de se préparer au pire. Mais Matthew refusa de mourir. Il passa 1 mois à l'hôpital et subit 6 opérations. Les chirurgiens durent littéralement recoudre son corps. Et pourtant, 18 mois plus tard, Matthew reprit le travail, à un poste différent certes, mais debout, vivant et lucide. Aujourd'hui, il lui reste une faiblesse dans le bras droit et quelques crises de panique. Mais il est en vie et son histoire mérite un film de science-fiction. Mais ce qui est arrivé à Stephen McCormack, lui, c'est déjà un scénario de cinéma. Le 21 mai 2011, à Opotiki, en Nouvelle-Zélande, Stephen, chauffeur routier expérimenté, bricolait son camion. Coincé entre le pare-choc et la remorque, il glissa et tomba sur une valve en laiton. Et là, son corps commença à gonfler, comme un ballon. Il doublait de volume et ses hurlements attirèrent ses collègues, ainsi que son propre fils adulte. La valve qu'il avait percutée alimentait le système de freinage en air comprimé. Elle avait transpercé son fessier et l'air sous pression s'était mis à inonder tout son corps. Les collègues parvinrent à couper l'air et le mettre au sol, mais toutes les ambulances étaient déjà mobilisées. Stephen dut attendre 1 heure dans cet état. À l'hôpital, les médecins découvrirent que l'air avait séparé les tissus graisseux des muscles, pénétré dans l'abdomen, la poitrine, autour des poumons et du cœur, et même derrière ses paupières. Les docteurs durent insérer un tuyau entre ses côtes, jusqu'aux poumons, pour qu'il puisse respirer. L'air piégé dans son corps mit 3 jours à s'évacuer naturellement. Et pourtant, Stephen sortit de l'hôpital totalement guéri. Seule trace de l'accident, un trou dans les fesses. Mais si la valve avait pénétré n'importe quelle autre partie du corps, comme une artère, Stephen n'aurait pas survécu. Ce fut un pur hasard qui le sauva. Pour Neil Parker, un touriste australien, la survie ne dépendait pas du hasard, mais de sa propre volonté. Un dimanche de septembre 2019, Neil, 54 ans, part pour une courte randonnée sur le mont Nebo, près de Brisbane. C'était un randonneur aguerri, membre du club Brisbane Bushwalkers. Il avait tout l'équipement nécessaire et connaissait le sentier par cœur. Il ne jugea donc pas utile d'indiquer à quelqu'un où il allait. Après 1h40 de marche, il gravit un passage familier près d'une cascade. Mais soudain, les rochers se dérobèrent sous ses pieds. Neil fit une chute de 6 mètres et atterrit dans un ruisseau peu profond. Résultat, tibia fracturé en 2 et poignet gauche broyé. Son téléphone tombé dans l'eau. Aucune possibilité d'appeler à l'aide. Alors, Neil prit la seule décision possible, ramper. Il improvisa une attelle avec ses bâtons de marche et se mit à ramper sur 3 kilomètres en s'arrêtant tous les quelques mètres, épuisé par la douleur. Il mangeait de temps à autre et prenait des antalgiques. Le lundi, ses collègues s'inquiétèrent de ne pas le voir arriver. Heureusement, quelqu'un se souvint qu'il avait mentionné le mont Nebo. Mais le hélico de secours ne fut envoyé que le mardi matin. Et bientôt, quand ils le trouvèrent dans le lit du ruisseau, Neil agitait un objet coloré, comme pour attirer l'attention. Ainsi, il fut élitreillé et les médecins furent stupéfaits. Une attelle de fortune, le mental d'acier, l'endurance, tout cela lui avait sauvé la vie. Littéralement. Ce n'est pas le cas de tout le monde. James Grimes, 28 ans, lui, n'avait même pas de sol ferme sous les pieds.
Le 23 novembre 2022, un homme monta à bord d'un paquebot de croisière à la Nouvelle-Orléans pour célébrer la fête de Thanksgiving qui approchait. Après le coucher du soleil, James prit quelques cocktails et décida d'aller aux toilettes. La seconde d'après, il revint à lui, flottant au milieu des eaux infinies du golfe du Mexique. Grimes fut pris de panique. Il ne se souvenait pas être tombé du navire et ne savait pas quoi faire. Au début, il espéra que son absence serait rapidement remarquée et que le bateau reviendrait le chercher. Mais après toute une nuit passée dans l'eau, il comprit que personne ne reviendrait. Pendant ce temps, un grand banc de méduses le piqua violemment. Et lorsque le soleil se leva, de nouvelles épreuves attendaient James. Il aperçut une nageoire tout près et devint livide de peur. Un requin s'approchait. Quelque chose toucha son pied. Il donna un coup violent, retint sa respiration et se prépara à mourir. Mais rien ne se passa. Le requin, c'en était un, ne revint jamais. Soudain, James vit 2 navires à l'horizon. Il nagea vers eux pendant des heures, pensant à sa fille de 9 ans et inventant des chansons pour elle. Le soleil impitoyable brûlait sa peau. Et quand James eut passé 20 heures dans l'eau, perdant tout espoir de revoir sa famille, une corde de sauvetage tomba près de lui. L'homme utilisa ses dernières forces pour essayer de l'attraper, mais les vagues puissantes l'en empêchèrent. Finalement, un hélicoptère des gardes-côtes se mit à tourner au-dessus de James et les sauveteurs le hissèrent à bord. L'un d'eux affirma que Grimes n'avait pas plus d'1 minute à vivre avant de mourir d'hypothermie dans l'eau glacée. Mais croyez-moi, ce n'est pas l'histoire la plus incroyable de cette vidéo. Pensez-vous qu'il soit possible de survivre à une tempête en plein vol à altitude de croisière ? Le 14 février 2007, dans la petite ville australienne de Manilla, la championne du monde de parapente Ewa Wisniewska se préparait à défendre son titre une nouvelle fois. Le ciel était parfaitement dégagé malgré des prévisions de tempêtes violentes. Mais dès qu'elle prit son envol, le temps changea brusquement. Les nuages se formèrent autour d'elle. Ewa dirigea son parapente sous l'un d'eux, quand soudain elle sentit une force invisible et furieuse la tirer vers le haut. Propulsée à 20 mètres par seconde, elle s'éleva droit dans le cœur de la tempête. Ce phénomène naturel s'appelle le cloud suck, lorsque l'air chaud monte brusquement pour rencontrer l'air froid. Au début, Ewa ne vit que des éclairs autour d'elle, puis fut engloutie dans l'obscurité totale. Le changement brutal de pression la fit perdre connaissance. Elle ne sentait pas la grêle la frapper, tandis que le froid de moins 50 degrés recouvrait sa peau de glace. Finalement, Ewa fut aspirée jusqu'à 9947 mètres d'altitude, presque la hauteur de croisière d'un avion de ligne. Là-haut, l'oxygène est si rare que le corps humain meurt cellule par cellule. Pour Ewa, cela signifiait une mort quasi certaine. Et pourtant, près d'1 heure plus tard, elle reprit connaissance. Elle réalisa qu'elle tombait à toute vitesse, son parapente hors de contrôle. À un moment donné, sa vitesse de descente atteignit 33 mètres par seconde. Puis soudainement, la chute ralentit et la sportive réussit à atterrir à seulement 60 km de son point de départ. Son corps entier était couvert d'ecchymoses dues à la grêle et elle souffrait de gelures sévères au visage, aux oreilles et aux extrémités. Sa survie fut comparée à 10 victoires consécutives à la loterie. Un véritable miracle. Mais j'ai gardé pour la fin l'histoire la plus incroyable de toutes. Même les médecins n'ont jamais pu expliquer comment Anna Baganholm avait réussi à revenir à la vie. En mai 1999, une radiologue suédoise faisait du ski dans les montagnes près de Narvik en Norvège. C'était une skieuse expérimentée, habituée à ces pistes et accompagnée de 2 collègues. Mais ce jour-là, un terrible hasard changea tout. Anna perdit le contrôle de ses skis et tomba. La femme atterrit sur le dos dans un ruisseau gelé, brisa 20 cm de glace avec sa tête et tout son corps s'enfonça sous l'eau. Seuls ses pieds et ses skis restèrent visibles à la surface. Les collègues de Anna Baganholm se précipitèrent immédiatement pour lui venir en aide, mais ils ne réussirent pas à la sortir du piège de glace. Ils appelèrent donc les secours. Anna, paniquée, se débattait sous la glace. Lorsqu'elle parvint, par miracle, à trouver une poche d'air à proximité, elle put commencer à respirer à nouveau. Elle passa 40 minutes ainsi, entièrement consciente, à attendre les secours. Mais elle ne les vit jamais arriver. Elle perdit connaissance et ses collègues ne savaient plus si elle était encore en vie. Il fallut encore 40 minutes au sauveteur pour parvenir à l'extraire de l'eau. Elle n'avait donc aucune chance de survie. Quand Anna fut transportée à l'hôpital, sa température corporelle atteignit un record historique en médecine, 13,7 degrés Celsius. Pendant plusieurs heures,
Les médecins tentèrent de la réanimer, en vain. Mais en Norvège, un pays froid, les médecins suivent une règle, réchauffer le patient avant de déclarer son décès. Une équipe de plus de 100 spécialistes se relaya donc pendant 9 heures, tentant de ramener la température corporelle d'Anna à la normale. Et soudain, son pouls réapparut. Cela semblait absolument impossible, mais les médecins restèrent prudents. Anna avait été cliniquement morte trop longtemps, et le cerveau humain ne peut survivre à plus de 20 minutes sans oxygène. Pourtant, Anna resta 35 jours connectée à un respirateur artificiel et revint à elle. Incroyable, mais vrai, aucune lésion cérébrale ne fut détectée. Cependant, elle était paralysée du cou vers le bas. À 29 ans, Anna était horrifiée à l'idée de passer sa vie clouée au lit et en voulait aux médecins de l'avoir sauvée. Mais après un mois supplémentaire aux soins intensifs et une longue rééducation, Anna Baganholm a connu une récupération quasi complète. La plupart des personnes victimes d'hypothermie ne survivent pas, même si les médecins réussissent à redémarrer leur cœur. Ce qui arrivait à Anna est considéré comme un miracle médical. Je vous ai raconté beaucoup d'histoires comme celle-ci, et je me demande parfois, est-ce vraiment un hasard ?